What is up, family? We have another Patreon request. We got make sure the subs are on. Kenshi, un homme tronc devient une légende vivante. A living legend. A man with a trunk or a trunk man becomes a living legend. Kenshi. Ah, Kenshi, que ce Ah, c'est un jeu! Man. I'm so behind on games, I don't know anything anymore. soit dans les commentaires YouTube, sur le Discord, par écrit ou même dans les salons vocaux, on m'a souvent demandé une vidéo sur Kenshi. He needs a Big Mac. He's got problems. Et j'avoue que ça m'arrange. J'ai découvert le jeu il y a plusieurs années, je l'aime bien et rassurez-vous, moi aussi j'ai passé des dizaines d'heures à me faire bolosser par des vagabonds ou à me faire becter le crâne par ces autruches de merde. Et depuis quelques temps, j'ai l'impression que le public francophone découvre enfin ce qu'est Kenshi. Les gens semblent apprécier le jeu et ça fait plaisir. Mais tout ça, c'était pas gagné d'avance parce que Kenshi, c'est âpre. Le jeu est exigeant, il est long et il est très lent. Si vous pensez jouer à Kenshi dans l'espoir de recevoir votre shoot de dopamine dès les 5 premières minutes de jeu, bah c'est pas une très bonne idée parce que Kenshi, c'est un peu comme élever un gosse attardé. Il faut être patient et faire preuve de tendresse. Plus sérieusement, 2 minutes, faut se mettre à la place d'un néophyte. Imaginez, vous lancez votre toute première partie dans le scénario Vagabond, vous personnalisez votre personnage, je l'ai appelé Barthès parce qu'il est chauve comme le footballeur, et une fois ça fait, vous êtes directement mis dans le bain. Il n'y a pas de mise en scène, pas de cinématique d'introduction, il n'y a même pas un petit dialogue pour vous expliquer quoi que ce soit. Non, il n'y a rien du tout. Vous vous retrouvez Vraiment? planté au milieu d'un village en ruine, il y a juste un bar pour acheter et vendre des trucs, mais sinon vous n'avez aucune indication de quoi faire et ne comptez pas sur l'interface utilisateur pour vous aider. On n'y comprend que dalle, on dirait un truc sortant d'un CRPG à la Fallout 2. Sauf que lui il est sorti il y a 27 ans. La seule chose que vous comprenez c'est que vous jouez un chauve en guenille armé d'un bâton et que votre barre de faim commence à descendre. Ça tombe bien. And you start starving right away? Le bar vend de la nourriture mais ça coûte de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Oh non. Oh, c'est chiant. Oh, mais quel plaisir de jouer à un jeu pour décompresser et d'être tout de suite renvoyé à sa condition humaine. Exactement. Par chance, vous croisez un gisement de fer à proximité et vous décidez de l'exploiter. Sauf que vous êtes niveau 1 en travaux manuels et lorsque vous minez, ça donne ça. On dirait pas comme ça, mais là, moi, je m'amuse. Mais attendez, si vous commenciez à vous emmerder, ce n'est pas fini. Parce qu'après avoir miné de 10h jusqu'à 3h du mat, votre inventaire, il est rempli. Va falloir se taper le retour jusqu'au bar pour tout vendre, et vu que vous n'avez aucune force, bah vous vous traînez le cul. Ah non, mais je confirme, c'est l'éclate totale. Grâce à votre travail, la faim n'est plus un problème. Le fait de miner toute la journée et de se traîner le derche commence à augmenter votre force. Vous avez même un petit pécule qui vous permet de vous mettre à l'aise. Vous prenez un peu de soin et vous troquez votre bâton pour un immense katana. Lors d'une énième vente de fer, vous avez remarqué que des personnes traînaient dans le bar et il est possible de les recruter. I'd be like, you know what I would do with a game like this? I'm not gonna lie to you. I'm not gonna bullshit you. Google, Kenshi Trainer. Kenshi Trainer. Yes, infinite gold, infinite health, infinite strength. Voila, that's what I need. Okay, merci, thank you, apply trainer. Allez, on recommence. I'm sorry, I'm not gonna bullshit you. That's what I would do. With a game like this, that's what I would do. Vous en prenez donc 2 avec vous. Molly, qu'on va renommer quota féminin, et un autre chauve que vous connaissez tous. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous continuez de miner du fer du soir au matin, vous tapez de continuels allers-retours. Et c'est pas que le fer commence à vous faire chier, mais vous sentez l'envie pressante de faire d'autres trucs. Vous partez alors à l'aventure avec vos compagnons. Votre grand voyage commence, vous n'avez pas d'idée précise de votre destination, vous vous laissez simplement guider par l'instinct. Les paysages que vous traversez sont un peu jolis et vous arrivez même dans une genre de vallée verdoyante avec une rivière qui la parcourt. Chose relativement rare dans un monde où la topographie est dominée par des déserts jaunes, des déserts un peu moins jaunes mais toujours jaunes, ou par d'autres déserts mais qui eux sont constamment balayés par de l'acide. Tout se passait bien lorsque subitement vous vous faites pister par plusieurs paladins pour une raison inconnue. Et à votre avis, cher spectateur, qu'est-ce qui va arriver à Barthès et à ses copains? Sans surprise, ils se font taper. Ils essayent quand même de se défendre mais c'est leur premier combat et leurs compétences à la bagarre sont nulles. Vos hurluberlus se font mettre au sol et vous venez de perdre en l'espace de 5 minutes tous vos efforts des 3 dernières heures. See what I mean? Trainer.
Vous allez donc devoir tout recommencer. Alors, on s'amuse ou pas sur Kenshi? Avec cette première partie, les impressions qu'on peut avoir sur le jeu, c'est que l'interface utilisateur est dégueulasse. On est obligé de farmer pendant des heures pour augmenter ses compétences. Tu peux perdre des heures de game en 5 secondes. Et le plus important, c'est que c'est un peu moche. Mais malgré tout ça, Kenshi est apprécié par énormément de gens. Les critiques sont élogieuses à son égard. Alors, pourquoi? Parce que le jeu... Il est bien en fait. Au début de la vidéo, je vous avais parlé du manque d'indication de la part du jeu. Vous ne savez pas quoi faire, vous ignorez où aller, et ça, pour moi, c'est l'un de ses gros points forts. Ce sentiment d'être perdu dans Kenshi, ça vous montre simplement que vous êtes libre. Parce que notre Kenshi là, c'est un jeu sandbox, qui se traduit par bac à sable. Un sandbox, c'est en gros tous ces jeux qui laissent une liberté quasi totale aux joueurs dans la manière de mener leur partie. Ce sont tous ces jeux dénués d'une fin nette et précise, et d'ailleurs, la fin d'une partie, c'est un peu vous qui la choisissez. Et bah Kenshi, c'est ça, votre aventure dans le jeu peut durer quelques jours ou alors s'étendre à presque 500. Vous pouvez devenir qui vous voulez et vos objectifs peuvent différer à chaque partie. Vous pouvez incarner un bandit qui tabasse des paysans, vous pouvez jouer un marchand qui traverse le monde pour le profit, un explorateur qui recherche les ruines de l'ancien monde ou alors un simple voleur. Mais pour ça, il faut être discret. Et la solution parfaite pour être vraiment incognito, c'est CyberGhost VPN. Avec environ 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le VPN le plus recommandé sur le marché et il compte des dizaines de milliers d'avis excellents sur Trustpilot. Et pourquoi est-ce que les gens ils aiment CyberGhost VPN? Okay, because it's wonderful. It's a VPN. You can fool people into thinking you're in another country, and then you can, and then you use the VPN, and you could sometimes watch videos that say "Not in your country, buddy," and then with that, and then. Cliquez quand vous utilisez CyberGhost. I don't know what happened. It went very quickly. VPN, ils enregistrent. Or you can just download Opera, which is a browser, Opera. And, oh wait, they have a free VPN. You just click VPN and then go to and then it's the same shit. But it's free. So I don't even know how these people make money when you can just download a browser with a VPN already in it. Rien du tout. Ni votre historique, ni votre véritable adresse. Vous êtes un véritable fantôme. What? Oh, man. C'est marrant. Si vous voulez arrêter d'être surveillé par tout le monde, il y a un lien en description. Moi de rendre votre vie numérique. Cette liberté, elle s'arrête pas là. Vous pensez à CyberGhost VPN de soutenir la chaîne. Maintenant, retour à la vidéo. Et dites-vous que cette liberté, elle s'arrête pas là. Vous pouvez incarner un loup solitaire qui ne comptera que sur lui-même, ou alors vous pouvez monter une escouade d'aventuriers, ce qui va changer drastiquement votre manière d'aborder l'aventure. Vous pouvez décider de vous acheter une maison en ruine, de la rénover pour ensuite en faire un quartier général pour vos futures opérations, ou alors vous pouvez décider de fonder votre propre base et de monter votre armée de soldats. Rien qu'avec ces quelques exemples, je pense que vous comprenez toute la profondeur du jeu. Le truc, c'est que des jeux sandbox, bah y en a plein. Vous en avez d'incroyables comme Mountain Blade, Dwarf Fortress, Big Ambition ou Star Sector, et vous en avez d'autres un peu plus génériques, même si ça veut pas forcément dire qu'ils sont mauvais. Kenshi, lui, s'inscrit dans le rang de ceux qui sont incroyables, parce qu'au-delà de la liberté d'action, il y a aussi le monde où elle s'exerce. Kenshi, malgré sa laideur physique, a une âme. Partout où vous allez vous balader, le paysage semble vous raconter une histoire. Vous croiserez des tours effondrées, d'énormes ossements ou d'immenses structures métalliques qui ressemblent à une épave d'un vaisseau spatial. Et peut-être que vous vous rendrez dans l'endroit qui m'a le plus marqué, Obéissance. Là, ce que vous voyez, ce sont des behemoths, d'anciens titans robotiques utilisés par le Premier Empire dans une guerre. Une fois la menace vaincue, l'Empire, craignant une rébellion des machines, les rassembla toutes au même endroit et les détruisit. Toute cette histoire, vous allez pouvoir l'apprendre à travers le lore présent dans le jeu, mais la meilleure histoire que vous puissiez connaître, c'est celle que vos personnages vont écrire. Vous savez, nos amis chauves, et bah après la bagarre, ils ont été capturés et faits prisonniers par les paladins. Et dans un autre jeu, on aurait juste... Oh, I think I know this game here. It rings a bell. I think I've seen this before. Eu un écran nous indiquant qu'on a été arrêté, ou alors, parce qu'on est un petit rageux, on aurait juste rechargé une ancienne sauvegarde. Dans Kenshi, ça marche pas pareil. Le jeu s'inscrit dans la philosophie du losing is fun, popularisé par Dwarf Fortress. Se faire tabasser la fif par des soldats ou se faire emprisonner pour un vol, ce n'est qu'une nouvelle histoire à vivre. Parce que l'aventure des chauves, elle s'arrête pas là. Barthez et Franck ont été réduits en esclavage et il est possible de faire un RP esclave. Spoiler, c'est très chiant. Ou alors vous pouvez essayer de réfléchir à un plan pour vous évader. Et le truc, c'est que pendant la bagarre, Kota Femina avait réussi à s'enfuir. On peut décider de l'entraîner pour qu'elle aille libérer ses amis, ou de se faire un max d'argent pour recruter des mercenaires, ou alors elle peut en avoir rien à faire et squatter dans un bar comme une immense poche. Le potentiel narratif du jeu est immense. What the fuck is this
Qu'est-ce que c'est ça? C'est jouissif de voir un personnage partir de rien, qui galère pendant des heures et qui devient, à la fin, surpuissant. Maintenant que vous savez un peu ce qu'est Kenshi, laissez-moi vous raconter mon aventure. Et pour commencer, on doit choisir un scénario parmi plusieurs. On peut prendre celui du vagabond, c'est le début de Barthez, celui de citoyen de la... What happens if you choose difficulty hard or expert level, or this game would be insane probably. Nation sacrée, c'est le pays d'où venaient les paladins qui ont tapé Barthez. Ou un autre où on commence avec une épée vachement stylée, puissante, qui vaut cher, mais on a une prime de 20 000 balles sur la tronche. Et parmi ces scénarios, mon préféré, c'est Fond du trou. On joue un mec tout nu, sans son bras gauche, qui n'a rien dans son inventaire, qui n'a pas une thune et qui est au beau milieu du désert. Mais ce scénario-là, moi, il me satisfait pas. J'ai envie que ma vidéo, elle soit particulière, et surtout, j'ai envie d'en chier. Disons que c'est une passion. J'ai donc décidé de commencer avec un scénario pire que celui-ci. Et qu'est-ce qui est pire qu'un mec à poil, sans son bras gauche, qui n'a pas une thune et qui galère à survivre dans le désert? Un mec à poil, sans bras, ni jambes, qui n'a pas une thune et qui va beaucoup galérer Oh my god. à survivre dans le désert. Notre héros du jour, c'est lui, Louis Tronman. Et vous l'aurez compris, Louis est un homme tronc. Et pour me compliquer encore plus la vie, il sera seul du début à la fin de l'aventure. Bon courage, Louis. Notre ami est perdu au beau milieu du désert. Il semblerait qu'il n'y ait personne aux alentours pour le secourir. Va falloir qu'il se débrouille tout seul. Le truc, c'est que rester dans le désert, c'est pas une bonne idée. Premièrement, Louis va commencer à avoir faim. Il n'a rien dans son inventaire et je sais pas si vous le saviez, mais le sable, ça ne se bouffe pas. Et deuxièmement, le désert est parcouru par de terrifiants insectes nommés écumeurs. Et Louis n'a pas pour projet personnel de jouer le rôle de goûter. Il faut trouver rapidement un abri et par chance, il y a 2 villes qui se tiennent à l'horizon comme des oasis au milieu du désert. La plus proche, c'est Chobaté. Le problème, c'est que les distances sont relatives à la vitesse à laquelle on se mouvoit, et en l'espèce, notre ami n'a pas de jambes. Il doit donc agiter ses moignons pour avancer, ce qui fait qu'il est d'une lenteur stratosphérique. Il part en direction de Chobaté aux alentours de 11h40. Je vous laisse donc deviner à quelle heure il arrivera à la ville. Le désert que traverse 3 days later. notre ami pullule de danger. Il y a évidemment les écumeurs évoqués avant, mais il y a aussi des humains assez dangereux comme ces fermiers hors la loi ou ces chasseurs d'hommes qui n'hésiteront pas une seule seconde à lui casser la gueule. Pour éviter de faire partie des statistiques de l'insécurité, Louis se met en mode furtif, l'œil tout bleu ça veut dire que personne ne le voit. Il pourra alors passer inaperçu aux yeux de tous les individus à proximité. C'est capital d'être discret parce que regardez-moi le bordel qu'est ce désert avec ses escarmouches. Je vous laisse deviner le temps de survie d'un homme tronc dans une telle baston. Roman profite du chaos généralisé pour continuer d'avancer à travers le désert. Louis se gigote inlassablement et il est d'une grande discrétion. Personne ne semble le remarquer et même nos chers écumeurs tout mignons passent à côté de lui sans avoir envie de lui bouffer le crâne. Je ne pensais pas le dire un jour, mais ça a certains avantages d'être un homme tronc. Par contre, le désavantage, c'est que les gens ne te calculent tellement pas que même si tu te fais péter les dents et que tu te noies dans ton sang, personne ne daignera t'aider. Durant sa traversée, Louis remarquait un ninja écroulé au sol. C'est l'occasion rêvée de récupérer à manger. Tel la larve qu'il est, il se précipite vers le corps de l'individu. Je vous assure qu'il est au max là. Non. Y a pas de nourriture, mais y a une armure, un pantalon, des armes et du soin. Le corps pillé, Louis s'éloigna de l'individu qui d'ailleurs n'est pas mort, il est juste tombé dans le coma à cause de ses blessures. Louis aurait pu le soigner, mais ça aurait fait moins de soin pour lui. Si les autres sont cruels, il ne voit pas pourquoi il devrait s'épargner de l'être. Chobaté se tient enfin devant nous, et pour répondre à la question du début, Louis est arrivé à midi. Le lendemain, on a mis une journée Une journée 24 hours, not bad. I thought 96 for sure. entière pour atteindre la ville alors qu'on est parti d'ici. Disons que c'est pas demain la veille que Louis va retenter une telle traversée. De toute façon, il a besoin de membres robotiques et la ville dispose peut-être de ce qu'il recherche. Et en plus, il est en sécurité avec les gardes samouraïs qui patrouillent et les abords de la ville sont très actifs. À comprendre qu'il y a toujours des corps qui traînent un peu partout, comme des animaux morts pour la viande ou des humains pour le loot. Tel un petit vautour, Louis se fonce récupérer tous les trucs qui traînent par terre. Là, c'est juste des sandales. Une fois l'inventaire rempli, il pénètre dans la ville. Regardez-moi ces gardes samouraïs qui scrutent Louis. Les mecs semblent tout étonnés, on dirait c'est la première fois qu'ils voient un homme tronc. Attendez, mais c'est peut-être la première fois en fait. L'idée de Louis avec les affaires ramassées, ce n'est pas de faire une collection de sandales, parce que je rappelle qu'il a pas de pied. Son projet c'est d'aller vendre tout le merdier au magasin général là-bas. Il mettra grosso modo 1h30 à y aller. Il y vendra la peau, les crocs ainsi que les claquettes. Il a gagné 435 d'argent et pas question d'utiliser le pognon. Notre ami veut économiser pour s'acheter ses membres robotiques. Maintenant qu'il est à l'abri... He can buy robotic limbs? Are you serious? Louis se pose des questions. Did they not think of anything in this game?
quant à son avenir, parce que l'insertion professionnelle d'un homme tronc, c'est assez délicat. Quand t'as des jambes mais pas de bras, tu peux faire de l'art contemporain en peignant avec tes pieds ou tu peux vendre des photos de tes panards sur OnlyFans. Quand t'as des bras mais pas de jambes, bah tu peux te prendre une chaise roulante ou une planche sur laquelle tu colles des roues et tu peux quand même faire 2-3 trucs marrants. Alors que quand t'as ni jambes ni bras, disons que ta carrière elle sera légèrement complexe. Son unique solution c'est de faire ce qu'il venait de faire, c'est-à-dire d'être un vautour et de prendre les affaires des personnes mortes. Quelque part, il y a un aspect recyclage et développement durable. Il n'aura qu'à guetter l'horizon et dès qu'il voit un charnier, il s'y dirige à corps perdu. Bien sûr, en mode furtif pour augmenter sa discrétion, il rampe pendant 5 heures pour y aller. Je tiens à préciser qu'il fait jour alors qu'il était parti de nuit. Il remplit son inventaire, il se tape la demi-journée de retour, il rentre dans la ville et il vend tout son merdier au magasin. Enfin son merdier, tout le merdier des autres qui sont décédés et du coup c'est devenu son merdier. Au sujet de la fin, l'idée reste la même, il suffit juste d'attendre que les gardes s'occupent d'un écumeur, ne faites pas attention à ce bug, et Louis n'a plus qu'à venir récolter la viande. Il va ensuite à l'écart de la ville pour monter un feu de camp, ne me demandez pas comment il allume un feu, je n'ai pas envie de savoir, et il se cuisine Exactement. sa nourriture comme cela. Le spectateur attentif remarquera que Louis graille de la viande d'insectes, c'est évidemment ignoble au goût, mais c'est mieux que de dépenser de l'argent. Cette activité professionnelle permet d'assurer la survie de notre ami, il commence à générer un peu d'argent, et pour être encore plus productif, il s'achète un sac à dos pour avoir plus de place. Si son inventaire est plus grand, il pourra recycler plus de trucs, et s'il recycle plus de trucs, il se fera plus d'argent. La vie de Louis est tranquille, il se promène dans le désert, il ramasse tout un tas de choses pour ensuite les revendre au magasin. This is not fun. De temps en temps, il croise des collègues rampants comme lui. Ah, look! Ils sont des frères. T'inquiète pas l'ami, tu as vite t'y faire. Il s'entraîne aussi à la furtivité pour être un véritable petit ninja et quand il a faim, il se tape 2 heures de route à son feu pour manger la viande d'insectes. Tout ça fait qu'il est au niveau 41 en furtivité, 45 en activité athlétique et 8 en force. Et il a plus de 4000 balles. Finalement, dans le monde cruel de Kenshi, même les 4000 balles. 4000 bullets. faibles et les moins que rien ont leur place, tout en bas de l'échelle, juste en dessous des morts. La survie de Louis Straumann est assurée. Il pourrait continuer comme ça des années durant, mais sa vie, c'est un peu de la merde. Il rampe sur le sol comme une larve toute la journée. Ce n'est pas qu'il n'aime pas ça, c'est juste qu'il rêve un peu d'autre chose. Il veut devenir quelqu'un, il veut laisser sa marque dans le monde, mais pour ça, il lui faut ses nouveaux membres. Mais malheureusement, son activité de recyclage des affaires des morts ne paye pas vraiment. Et c'est là qu'il a eu une idée. Pourquoi ne recycler que les affaires des morts alors qu'il pourrait systématiser le processus avec les affaires des vivants? Et pour ça, il n'y a pas vraiment besoin de bras. Ah si, je vous assure, il n'y a pas besoin de bras. Le problème du recyclage des affaires des vivants, qu'on appelle plus communément du vol, c'est qu'on peut se faire attraper quand on More commonly called theft. vole des trucs, mais surtout quand on va essayer de les revendre. Dès qu'on veut vendre un objet dans la même ville que là où on l'a volé, nos chances de refourguer ne sont pas de 100%. Et on peut se faire choper par la police si on essaye de le vendre. Pour maximiser nos chances, il faut donc voler ailleurs. Et Louis remarqua un petit village à l'horizon. Il se Oh, that should take 5 minutes to get there. lança donc dans un voyage d'une journée pour y aller. Après être parti de Shobate et d'avoir cravaché toute la nuit, Louis observa que le soi-disant petit village à l'horizon était en réalité un camp de travail d'esclaves. Regardez, on remarque des amas de cailloux que doivent miner les esclaves. Mais Louis Straumann est chanceux. L'avantage quand on est un homme tronc, c'est qu'on ne peut pas être réduit en esclavage. Parce qu'on ne sert à rien. Alors, Louis peut tranquillement rentrer dans le camp d'esclaves. Et petit conseil à tous les esclaves, si vous ne voulez plus l'être, amputez-vous. Louis a commencé à voler tout un tas de choses dans le camp des esclavagistes. Il s'est même incrusté dans une caserne pour chipper des objets. Ne me demandez surtout pas où il va ranger ce baril. Son appétit Dans son cul? fut vorace. Tout ce qu'il pouvait prendre, il le prenait et cette expérience fait réaliser quelque chose à Louis. Être un homme tronc donne une furtivité de zinzin. Personne ne semble le repérer. Dans le désert, c'était un peu plus facile parce que les distances faisaient qu'il était un peu caché. Mais là, en plein milieu d'un lieu avec du monde, Louis, tête au sol dans la pénombre, est quasiment invisible. Son larcin terminé, Louis se profita de la nuit pour sortir du camp et il entama son voyage retour vers la ville. Mais je me suis rendu compte trop tard que tout ça, c'était une erreur. Premièrement, Louis n'avait pas 100% de chance de refourguer tout le merdier volé aux commerçants de la ville. Ce qui signifie donc que le camp appartient à Shobate. Il peut vendre tout ce qui n'a pas été volé, mais pour le reste, je l'ai dans le cul. À la rigueur, il est possible de revendre le matos aux voleurs shinobi, mais ça coûte 10 000 balles pour le rejoindre. Et j'ai pas la thune. J'ai donc fait tout ça pour rien. Mais attendez, c'est pas le pire. Louis est un tronc. Il lui faut des membres, je vous l'ai déjà dit. Et j'ai volé pour avoir l'argent nécessaire. Sauf qu'aucun magasin dans la ville ne vend de membres robotiques. Même le mécanicien ne vend pas ça. Il va falloir changer de ville et la plus proche, c'est Mastock qui est ici.
Sachant qu'au début, La patience. Louis était là, dans le désert, et qu'il a rejoint Chobate. Le voyage vers Mastok sera donc très long. Et est-ce que ça m'emmerde de me taper 3 heures de gameplay où je rampe sur le sol? Non, pas du tout, because you're playing this game days and days and weeks and weeks. Alors non. Oui, nous quittons donc Non. la ville de Chobate pour nous rendre à la I ville don't de agree. Mastok qui se trouve là-bas. Louis est parti le jour 9 à 21h45 et selon vous, quand est-ce qu'il va arriver à Mastok? Il est arrivé le jour 12 à 4h du matin. Le voyage fut salement long. Voir du sable en continu pendant 40 minutes, ce n'est pas le plus sympatoche. Et en plus, le parcours regorgeait de dangers, mais fort heureusement, rien n'est arrivé à notre ami. Excepté une seule fois, mais grâce à la magie du montage, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Peu importe, nous voilà enfin à Mastok et on peut vendre tout le merdier volé, ce qui fait qu'on a quasiment 9000 balles. Kenshi nous apprend donc que le meilleur moyen d'être riche, c'est de prendre ce qui est aux autres. Cependant, il n'a plus aucune nourriture et la faim commence à se faire ressentir. Encore une fois, ce n'est pas le genre de la maison de dépenser le pognon. On doit économiser pour les membres, je rappelle. Louise va alors se rendre dans cette genre de boulangerie pour voler de la nourriture. Enfin, essayer de voler de la nourriture, parce qu'il s'est fait directement choper. Vous remarquerez que je me suis fait traiter d'ahuri. Louise se fait porter comme une vieille merde et il a été foutu en tôle pendant 50 heures. Oh. Le souci, c'est que Louis ne peut pas crocheter sa cellule, parce qu'il n'a pas de bras. Il devra donc rester 50 heures d'affilée dans une prison parce qu'il voulait juste manger. Est-ce que ça me fait chier d'attendre 50 heures in-game? No, but because you're gonna take about 5 years to finish this game. Oui. Est-ce que je vais vraiment attendre 50 heures in-game? Oui. Louis est enfin libéré, et si rien ne se passe à l'écran, c'est normal, j'étais AFK. J'avais sûrement de la vaisselle à faire, et j'ai aussi dû lancer une machine de linge. Est-ce que vous pensez vraiment que j'allais regarder mon écran à attendre sans rien faire? Vous me prenez pour qui? Pour un fonctionnaire? Louis est sorti de sa cellule, et l'avantage de la prison, c'est qu'on est un peu nourri. Au moins, Louis n'aura plus à voler. Il peut désormais aller au magasin de robotique juste à côté, et face à lui se trouve un squelette, c'est le nom des robots dans Kenshi. Oh, wait. It's gonna get interesting now. Now he's gonna get some limbs. Qui vend divers membres robotiques. Louis est sauvé, Louis pourra enfin vivre, il s'achète une jambe droite, un bras droit, et il a plus de thunes. Attendez quoi, il a plus de thunes? Mais le Pourquoi t'as pas acheté 2 jambes? manque d'argent c'est pas le pire, parce que même avec un bras et une jambe, Louis continue de ramper, et il a besoin d'argent pour... Mais pourquoi t'as pas acheté 2... Ah... Peut-être il avait pas de l'argent pour 2 jambes. But I would have still just bought 1 leg. And I would have kept playing and making money to buy 2 legs. And then worry about the arms. pour acheter le reste de ses membres. Je dois avouer que j'ai la flemme de faire Mastok Chobate à leur retour et donc du coup Louis va rester ici. Il va voler des objets ici et il prendra le risque de refourguer le merdier aux commerçants. Louis se reprit les vols pour financer son bras et au bout de quelques minutes il se fit choper sur le fait. Quelqu'un le porta et il retourna dans une magnifique cellule. Mais ce qui change avec avant c'est que maintenant il a un bras. Il peut donc crocheter les serrures. Alors pourquoi attendre? Louis Stroman n'a aucune expérience en crochetage. Il galère un peu pour se défaire du verrou mais au moins l'avantage c'est que ça augmente son expérience en la matière. Et il est nourri pour le faire. Que demande le peuple? À part une jambe et un bras en plus. À force d'insister, le verrou cède. Il peut ouvrir sa cellule à tout moment et une fois que l'occasion parfaite se présente, Louis commence sa tentative d'évasion. Et... Ces jeux comme ça, c'est fou. C'est fou les jeux comme ça. Who the hell has time? Don't these people understand the world we live in? We spend more time at work than with our family in our own home. Don't they understand that? Et c'est pertinent d'appeler ça une tentative d'évasion parce que même si personne ne le voit, oui, des gardes passent devant lui sans le remarquer, notre ami Louis, au lieu de partir, a décidé de reprendre l'alcool qu'il voulait voler. Son nouveau vol ne passe pas, l'alarme est donnée et il est remis en tôle cette fois pour 100 heures. Et est-ce que j'ai envie d'attendre 100 heures en prison? Non. Alors, Louis retente une évasion. Il crochette son verrou, il sort de la cellule, il se faufile entre plusieurs gardes qui ne réagissent pas, et au lieu de partir, gourmand qu'il est, il se dit qu'il ne va pas se casser les mains vides. Il se dirige naturellement vers la salle des coffres, mais les gardes le repèrent, l'enferment de nouveau, et cette fois pour 150 heures. Et est-ce que j'ai envie d'attendre 150 heures en prison? Non. Alors, Louis retente une évasion. Il crochette son verrou des heures durant, d'ailleurs, il y a un garde qui le mate dans le blanc des yeux pendant qu'il fait ça, et une fois
fois dehors, il met en œuvre un meilleur plan. Au lieu de se barrer tout seul, il va faire diversion en libérant d'autres co-détenus. L'intention est louable, mais le petit souci c'est que les gardes sont sur le qui-vive et ça crée un chaos pas possible à l'étage. Louis essaya ce plan plusieurs fois, mais ça se soldait constamment par un échec. Et au fur et à mesure, son dossier s'aggravait tellement qu'il était condamné à 220 heures de prison. Il essaya de se défendre en disant qu'il sortait pour se dégourdir les jambes. Étrangement, personne ne l'a cru. Je sais pas pourquoi. Et à votre avis, chers spectateurs, est-ce que je vais vraiment attendre 220 heures en prison? Oui. Attendez, qui est l'abruti qui a dit oui? Maintenant, on va faire les choses intelligemment. D'abord, on va crocheter suffisamment de cellules pour rentrer dans celle qui est la plus proche des escaliers. Techniquement, ce ne sont pas des évasions vu que je reste dans une cellule de prison. Donc normalement, ça passe. Je crois. Ensuite, dès que la nuit tombe, Louis en profite pour commencer sa véritable évasion. Et cette fois-ci, on y va progressivement. Tronman a beaucoup de furtivité, donc normalement ça devrait passer. À partir du rez-de-chaussée, il faut être méthodique. Louis doit rester au maximum dans l'ombre pour être le moins repérable, même si ça implique de devoir tout contourner. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vaut mieux passer du temps à se faufiler plutôt que d'attendre 220 heures en prison. Et justement, une fois qu'il a quitté la prison, il faut désormais un plan pour quitter la ville. Louis est un prisonnier en fuite. S'il se fait remarquer, ses retours casse-prison avec supplément pour l'évasion. N'importe quel garde qui patrouille est un danger et il ne peut pas se permettre de juste passer les portes comme à Chobaté. Si Tronman veut vraiment fuir, ça sera pas juste en rampant. Il connaît justement le magasin idéal pour avoir une seconde jambe, celui de notre ami squelette. Louis se vole une jambe gauche, il s'insère les prothèses et il peut désormais courir. Oh, look at him go! Tronman prend la poudre d'escampette, mais ce n'est pas terminé. Faut toujours un plan pour sortir de la ville. Des gardes sont postés à l'entrée de la ville, il court à une vitesse de 22 miles par heure alors que notre tronc préféré, lui, court à 16 miles par heure. Il est donc impossible de juste galoper pour s'échapper. Son idée sera donc de ressembler à un garde samouraï. Et oui, dans Kenshi, il est possible de récupérer la tenue d'un membre d'une faction et d'être déguisé. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne très longtemps, mais ça donnera assez de temps à Louis pour partir loin de Mastok. Son plan est simple, s'infiltrer dans cette caserne là-bas, dérober une tenue de samouraï et fuir de la ville. Et pour plus de discrétion, il va faire toute cette opération avec les jambes en moins. Un homme tronc, c'est toujours plus furtif qu'un homme non tronc. Alors ce plan, au demeurant fort sympathique, contient deux énormes failles que je n'avais malheureusement pas anticipées. Premièrement, Louis a regardé partout. Il a farfouillé tous les étages, tous les coffres, tous les contenants et il n'y a aucune trace d'une quelconque armure de samouraï. Secondement, ce bâtiment n'est pas juste une caserne. Parce qu'en fait, il y a un trône avec ce mec qui est littéralement le chef de la faction des Cités-Unies. Pour vous la faire courte, ce mec-là, c'est l'empereur Tengu des Cités-Unies. Il dirige l'une des factions les plus puissantes de Kenshi qui contrôle le nord-est du continent. Et il faut savoir que c'est une immense merde. Ce qui veut dire que je me suis infiltré dans un palace ultra surveillé et il y a l'empereur d'une grande puissance qui se tient à 2 mètres de Louis. Je n'ai sûrement pas eu une idée brillante. Et je vous interdis expressément de mal me parler. N'allez surtout pas sur mon Discord public qui compte bientôt 1500 membres pour dire que je suis vraiment bête. Ce serait pas très gentil. Et d'ailleurs, sur ce même Discord, on organise prochainement la seconde édition de la Pixoverse. N'hésitez pas à venir. Oui, je fais une autopromotion maintenant. On a besoin urgemment d'un nouveau plan parce qu'on va pas rester 220 heures dans un coin de la ville. Par chance, il s'avère que Mastok a 2 portes. L'une est gardée par des samouraïs alors que l'autre n'est absolument pas surveillée. C'est décidé, on va fuir à l'ancienne. Il faut juste attendre que le soleil se couche pour être le plus discret possible. Pendant ce temps d'attente, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Oui, je fais une seconde autopromotion juste après une première autopromotion. N'hésitez surtout pas à lâcher un like et un commentaire. Sinon, ça va, vous, dans la vie? La nuit est tombée et notre tronc national peut se faufiler telle une larve à travers le palais. Il s'échappe sans aucune once de difficulté. Le monde est tellement indifférent quant à sa misérable existence qu'il peut se barrer comme si de rien n'était. Le matin est là, la porte n'est pas gardée, c'est maintenant ou jamais. Mais avant de se barrer, Louis se rend chez son ami robot. Il y vole un bras gauche et un meilleur bras droit. Il s'insère tous ses membres et il peut enfin fuir cette maudite ville de Mastok. Louis Tronman est enfin un homme libre. Il a ses 4 membres, l'avenir lui tend les bras. Petite ombre au tableau, il a une prime de 11 000 balles sur le crâne. Elle ne va jamais expirer et il est activement recherché dans l'ensemble du territoire des Cités-Unies. Ce qui représente un bon petit morceau. Il doit donc impérativement fuir la zone ou alors il crèchera 240 heures en tôle. Vous savez ce que ça représente en termes de rush 240 heures sur Kenshi? Étrangement, Louis a choisi de fuir le territoire. Oui, vous voyez un écumeur qui le prend en chasse, mais soyez rassurés. Les écumeurs se déplacent à 15 miles par heure alors que Louis galope à 16 miles par heure grâce à ses nouvelles jambes. Étant maintenant plus rapide qu'eux, ces insectes ne représenteront plus aucune menace.
En tout cas, tant que Louis continue de courir. Et courir, Louis il va faire ça pas mal de temps. Il ne s'arrêta qu'à de rares occasions. Une première fois pour tenter de voler des affaires à des paysans. Il fut obligé de partir car cet homme insecte insistait pour lui gratter le dos. Une seconde fois, Louis s'arrêta pour miner un peu de cuivre. C'est extrêmement chiant, c'est lent, mais il avait besoin d'un peu d'argent pour renflouer les caisses. Et une troisième fois, il s'arrêta pour taper des vagabonds agonisant sur le sol. Généralement, il voyage en bande et Louis se ferait victimiser. C'est peut-être cruel, mais c'est son seul moyen de s'entraîner. Et en plus, c'est marrant de taper les gens au sol. Sinon, le reste du voyage de Louis fut relativement calme. Oui, il est encore suivi par des écumeurs. C'est un mal pour un bien, vous me direz. Ça l'oblige à maintenir la cadence et au moins il ne se sent pas trop seul. Après des heures à galoper à vive allure, Louis atteint le désert gris. Il était enfin sorti du territoire des Cités-Unies. Ok. C'est beaucoup. Moi, I could never play a game like this. Zéro de patience pour ça. Ça, c'est trop. And why? There's other games you could play that are just... I understand it's extremely... Well, it's not even extremely realistic. Because just because you don't have limbs, nobody sees you. You don't see somebody crawling down on the floor. You don't even... But anyway, all right. Juste à côté de la... We're gonna do about maybe 10 more minutes, and then we're gonna split this in half. À la frontière, il remarqua la présence d'un relais. C'était l'endroit parfait pour s'impesantir un peu. Ce Part genre one. d'avant-postes sont dominés par des chasseurs de technologie. C'est une faction neutre qui ne travaille pas pour les États-Unis. L'endroit est ultra sécurisé avec des gardes ninjas et il y a 2 marchands pour se ravitailler. La décision fut de rester un peu dans les environs et en plus, le relais est souvent assiégé par des bandits. Voyant cela, Louis ne put résister à l'envie de piller les corps. Ça reste un passionné de recyclage et surtout d'argent. J'aimerais tellement qu'il y ait une pub là. Les raids sont aussi une opportunité pour apprendre. Certains bandits survivent aux défenses et Louis s'occupe de leur cas. Je sais, c'est cruel de taper sur des handicapés, mais encore une fois, c'est la seule manière pour Louis de gagner en compétences de combat. Regardez, il vient de prendre un niveau en attaque de mêlée. La présence de ce relais est aussi l'occasion parfaite pour explorer les alentours. Mais il n'y a pas grand chose à dire sur les zones environnantes. Excepté que c'est dénué de forme de vie, qu'il y a des squelettes sans tête qui parcourent le terrain et qu'il y a d'immenses lasers qui crament le sol. Vous inquiétez pas, c'est normal dans Kenshi. La seule chose intéressante dans les environs, c'était cette ruine. Il y a plusieurs objets de valeur qui traînaient sur le sol et la vente auprès du relais a rapporté plus de 9000 balles. Mis à part ça, l'endroit n'est pas intéressant et Louis n'a pas envie de s'éterniser ici. Par contre, rebrousser chemin vers les États-Unis, c'est un peu impensable. Louis va donc lever les voiles et partir à l'aventure. Ne sachant où aller, il prit simplement une direction au hasard et la suivit. Les plus beaux voyages sont toujours ceux où on accepte de se perdre. Cette phrase vient de moi et je la trouve très jolie. Très rapidement, après avoir quitté le relais, Louis se fit agresser par des racailles. Il est actuellement trop faible pour se battre et trop lent pour s'enfuir, ce qu'il faisait généralement en cas de danger. Il a dû alors exécuter sa botte secrète du replitron. La technique du replitron consiste à volontairement s'arracher les membres pour redevenir un trou, et l'ennemi, abasourdi par un tel sadomasochisme, s'en va, le cœur rempli de dégoût. Cette technique de survie est déshonorable, mais vaut mieux un lâche en vie qu'un héros mort. Une fois que le danger est éloigné, Louis n'a plus qu'à se remettre les jambes pour reprendre la course. Le premier qui dit que j'abuse d'un bug dans les commentaires, alors là, c'est le ban. Louis n'est pas au bout de ses peines puisqu'il vient d'atterrir dans les terres mortes. C'est une immense zone ultra polluée à cause d'anciennes industries où il pleut constamment. What's that? Oh. C'est un peu comme le nord de la France. Sauf que dans les terres Je croyais qu'il m'a dit, looks like India. mortes, Bon, il pleut ok. de l'acide. Du coup, c'est un peu comme Londres. Chers spectateurs, vous imaginez bien que dans une zone où il pleut de l'acide, les genres de mares ou de lacs sont sans doute eux aussi acides. Et devinez qui est assez débile pour se dire que c'était une bonne idée de plonger dedans. Fort heureusement pour Louis, il existe une ville dans toutes les terres mortes, la ville du désert noir, qui est entièrement peuplée de squelettes. On y apprend qu'ils ont décidé de vivre ici pour éviter le chaos engendré par les zones de guerre. Louis marqua un arrêt dans cette ville pour se régénérer de sa petite baignade. Il en profita aussi pour voler quelques trucs aux squelettes. Je crois que le vol chez notre ami commence à frôler la pathologie. L'inventaire rempli et la santé régénérée, Louis partit de la ville des squelettes. Pas besoin de vous expliquer pourquoi il n'a pas envie de vivre dans un endroit où il pleut constamment de l'acide. Parce qu'en fait, l'acide, ça dissout les trucs. Donc c'est... Au bout d'un moment, c'est chiant. Après les terres mortes, le voilà dans des terres on ne peut plus hospitalières. L'endroit est paisible, les sols sont fertiles et l'eau y est
abondante. Ce territoire-là, c'est celui de la Nation Sacrée. La Nation Sacrée, c'est un peu la faction des humains de base. Oui, c'est les mêmes mecs qui ont tapé Barthez et ses collègues. Ils ont une certaine réputation auprès de la communauté Kenshi parce que les gens de cette faction sont racistes, misogynes, ce sont des esclavagistes et des fanatiques religieux. Maintenant, pour parler de leurs défauts, il faut savoir que les gens de la Nation Sacrée sont extrêmement agressifs envers ceux qu'ils n'aiment pas. Jusque-là, je peux comprendre, mais ça inclut Louis, qui se fait aggro instantanément s'il croise des gens de leur faction. Pourquoi? Bah parce que Louis a des membres robotiques. Ce n'est pas que la Nation Sacrée est validiste et qu'elle n'aime pas les gens avec des amputations, c'est juste qu'ils ont une aversion particulière pour les squelettes. Si vous avez le malheur de ne pas être un humain, vous allez être juste envoyé en esclavage jusqu'à votre mort, mais si vous êtes un squelette, votre seule rédemption, ça sera le trépas. Cette attitude est expliquée dans le lore de Kenshi, mais pour vous la résumer sans vous la spoiler, c'est un peu comme le scénario de SNK. Du coup, pour la Nation Sacrée, Louis a des membres robotiques, il est donc par association un infâme squelette. Il faut donc le purger. Vous comprenez donc bien qu'il n'a pas trop envie de traîner dans cette zone. Un peu plus loin, il pénétra dans la zone frontalière. C'est une terre sans foi ni loi, parcourue Mais ce jeu, c'est fou, ce jeu. par des hordes de vagabonds affamés ou par des gangs de bandits. Et notre ami Louis risque de se faire facilement dépouiller. Pour le moment, dans cette zone, il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire et le seul truc un peu bien, c'est la ville. Il n'a pas trop intéressant de faire partout. Partout, il a rien à foutre. You're just running, you're just walking, you're just selling, you're just stealing, you're buying, you're selling. I would be bored out of my mind playing this shit. Bored out of my mind. Du hub. Louis s'arrêta dans cette ville pour vendre tout le merdier squelette qui a été volé plus tôt. Voilà. Louis préféra s'installer dans le royaume Shek situé ici. Ils n'ont rien de particulier à part que c'est des humains avec des cornes, qu'ils sont racistes et qu'ils aiment la bagarre. Des hommes, c'est un castagnette. Installé dans le royaume Shek, Louis avait désormais la possibilité de vivre une vie paisible. Il avait ses membres, il pouvait travailler à la mine et fonder peut-être une famille. Mais ce début de vie paisible était un peu chiant. Miner c'est long, c'est éreintant, ça apporte peu et notre ami rêve toujours de devenir quelqu'un, de se créer un nom. Durant son séjour dans cette ville où il était reclus depuis quelque temps, Louis avait pris possession de plusieurs cartes dont l'une du royaume Shek. Cette carte indiquait la localisation de la ville d'Admag. Cette ville est la capitale du royaume Shek et c'est aussi l'un des points de chute des voleurs shinobi. En sachant cela, Louis se dit que c'était le moment parfait pour rejoindre les voleurs shinobi. Et en plus, il a l'argent pour payer les frais d'entrée qui sont de 10 000 balles. Chez eux, il se formera, il apprendra les rudiments du combat et il se fera un paquet de fric avec le recel des biens volés. Le quotidien de notre ami était assez simple. Pendant la journée, il s'entraînait chez les shinobi, il pratiquait des techniques d'assassinat qui sont non létales, rassurez-vous. Il s'entraînait au combat à l'épée et il se formait à la furtivité en courant partout tout en maintenant une posture discrète. Si, je vous assure, ça augmente la furtivité. Et lorsque le crépuscule pointait le bout de son nez, il sortait dans la rue pour commettre ses larcins. Mais maintenant, il agit en tant que bon voleur. Vous savez, dans Kenshi, il y a différentes manières de voler. Vous pouvez voler les objets en surveillance rouge laissés dans le monde, leur valeur n'est pas conséquente, mais il suffit juste d'être furtif pour les prendre sans problème. Puis il y a le vol des objets dans des contenants, dans des coffres par exemple. Là, c'est différent. Les objets ont une plus grande valeur, mais vous avez un pourcentage de réussite dans votre vol. Et si vous échouez, l'alarme sera donnée et vous serez dans une situation assez délicate. Là, il ne se passe rien, sûrement parce qu'ils ont peur de Louis le Tronc. Bah, notre ninja en herbe, depuis quelques jours, il a perfectionné une technique de maître pour voler à 100%. L'idée, c'est de s'approcher discrètement derrière une personne, de l'assommer et tac, tous les objets, même portés par l'individu, ont 100% de chance d'être volés. Alors, pendant toutes ces nuits, Louis s'infiltrait dans des magasins ou des habitations, il fracassait le crâne des gens pour qu'ils soient KO, pas d'inquiétude, c'est non létal. Et là, il peut voler tout ce qu'il veut. De toute manière, la personne est inconsciente, elle ne réagira pas. Une fois que le délit a été commis, Louis n'a qu'à s'extirper en douceur du magasin pour revendre le fruit de son labeur au shinobi. Notre ami Tron était devenu une vraie terreur nocturne. Il pénétrait dans tous les bâtiments qu'il croisait, il pillait tous les coffres ou armoires sur place, et si vous aviez le malheur de laisser des trucs traîner à l'air libre, alors là, Louis, il vous gobait tout à une vitesse phénoménale. Pour s'infiltrer. Il gobait tout. Très encore mieux, il se mettait en mode Tron. Aucun garde ne le voyait. Oh, ça c'est con. Je crois qu'il a dit c'est un bug, right? Non parce qu'ils sont buggés, mais
Voilà. Juste parce que Louis est trop discret. Doté d'une furtivité remarquable, il pouvait tout piller au nez et à la barbe de tous. Dans une volonté d'agrandissement du business, Louis exporta sa petite affaire au-delà d'Admaï. Il partait généralement en début d'après-midi. Il avait son sac paré pour stocker les affaires, sac qu'il avait évidemment volé, pour ne pas changer, et il se dirigeait vers d'autres lieux habités. La procédure était toujours la même. Il s'infiltrait discrètement dans le village, il dérobait les objets les plus précieux des habitations, et à la fin de son passage, il faisait un tour chez un commerçant pour allègrement piller son coffre-fort. Sa vie était désormais rythmée par le bruit de ses pas sur les routes. Lui qui, à quelques semaines, était encore à ramper, il gambadait gaiement dans le monde et je peux vous dire qu'il en voyait du paysage. Les petites affaires de Louis se tournaient bien. Il vole un peu partout, il rentre pas mal de cash, il Rinse and repeat. Se fait un nom parmi les shinobi. Which means chier. Et l'entraînement se passe bien. Et vous savez, quand vous êtes un entrepreneur, il faut diversifier ses sources de revenus. À force de voler les gens, ils deviendront pauvres. Et si tout le monde est pauvre, on ne pourra plus rien voler. C'est une logique sans faille. Our governments don't understand that theory. Mais c'est vrai. Louis se cherche de nouvelles débouchés et il s'avère que pendant une conversation avec le marchand shinobi, il a appris que ces derniers achetaient de la drogue pour ensuite la distribuer dans la ville et ses alentours. Et Now he's a drug dealer. Bon. They had tout crack. ça, Kenshi crack. ça intéresse Louis qui, en plus d'avoir des activités de voleur, de pilleur et de cambrioleur, aura maintenant une activité de trafiquant de drogue. Maintenant, comment on en trouve? Par chance, pendant l'une de ces... Okay, voilà. Voilà. Now, I'm going to have something to be interested in to go back and watch part 2. How and where does he find drugs to become the cartel and sell drugs in all of the continents? I can't wait. Can't wait to find out. But yeah, I would have never... le gars qui joue ça. La patience. Hockey. Hawkeye, whatever his name is, God bless you. T'as une patience, mais pour jouer un jeu comme ça, je sais pas comment les gens ils font. Je sais pas comment ils font. Mais c'est chiant un jeu comme ça. Ça prend forever. And at least with Warcraft, you were like, I got a new level. I got a new weapon. I'm stronger now. I got more gold. I could whoop some ass. I could go be the boss now. I could join fellow teammates and attack a city. Like there was always something to do. Or I'll just farm all damn day long. I mean, I don't know how people did that. That's the most boring shit in the world. But I'll just farm in the hopes that I might get an epic weapon that'll fall out of a ladybug or some shit. Mais ça, c'est just... Alors, eat, get money, buy things, steal, resell, make more money, steal, sell, make more money, steal, go to a new village to steal, sell, make more money. Bon, anyway, on va voir. Kenshi. Demain, part 2. OK? But for now, c'est assez. Plus c'est presque minuit, alors c'est bon. Take care. Peace out. À la prochaine.